Mesdames et messieurs, les membres du jury, ma chère consoeur, il y a des enfants qui grandissent en respirant un air qui les rend malades. Il y a des familles qui boivent une eau qu'elles savent dangereuse. Il y a des personnes qui vivent à côté de déchets qu'ils n'ont même pas produits. Il y a des quartiers où l'on tombe malade juste parce qu'on y est né. Il y a des étés où la chaleur étouffe, des hivers où on ne peut plus se réchauffer. Il y a surtout des millions de personnes qui n'ont pas le choix. Quand Madame Bouchot et Monsieur Eteoc m'ont proposé ce sujet, une réaction immédiate m'est venue, pas de l'indignation, pas de la surprise, mais une forme d'incompréhension. Car l'écologie, c'est l'ensemble des conditions qui rendent la vie possible. L'air, l'eau, le climat et le luxe, c'est simplement quelque chose dont on peut se passer. Alors je vous pose une question simple. Comment peut-on parler de luxe lorsqu'il s'agit simplement de vivre, voir ou survivre? Comme si protéger la vie était accessoire, comme si survivre correctement était optionnel. Alors permettez-moi de vous le dire clairement, n'en déplaise à mes deux professeurs, ce débat est déjà biaisé. Parce qu'on ne devrait pas se demander si l'écologie est un luxe, on devrait se demander comment on a pu arriver à considérer comme facultatif ce qui nous maintient en vie. Vous l'aviez compris, je vais ce soir défendre une position claire et affirmée. Non, l'écologie n'est pas un luxe, parce qu'elle ne relève ni choix ni confort, mais de la nécessité. L'écologie n'est pas un luxe, car elle est nécessaire à la vie qu'elle est elle-même. Mais je vous le demande, ma chère consoeur, peut-on vivre sans air? Peut-on vivre sans eau? Peut-on se passer d'un climat vivable? La réponse est évidente. Aujourd'hui, le dérèglement climatique n'est plus une hypothèse. Il est documenté, mesuré, observé. Dans son 6e rapport d'évaluation publié en 2023, la GIEC est sans ambiguïté. Les événements climatiques sont plus fréquents, plus intenses et plus destructeurs. Autrement dit, ce que nous appelions jadis des exceptions deviennent peu à peu la norme. Or, ces experts scientifiques qui ont étudié ces phénomènes de manière précise, fouillés et documentés scientifiquement, n'en déplaise à Donald Trump, sont catégoriques. Ces phénomènes sont directement liés aux activités humaines, à l'accumulation du gaz à effet de serre, à la déforestation et à une exploitation excessive des ressources. Autrement dit, ce n'est pas la nature qui déraille seule, c'est le résultat d'un déséquilibre que nous, êtres humains, avons créé. Et derrière ces explications scientifiques, il y a des réalités humaines. Prenons un exemple simple, la chaleur. En 2024, l'Europe a connu une canicule historique pouvant dépasser jusqu'à 40 degrés. Résultat, plus de 62 000 morts liés à la chaleur. 62 000. Et ce n'est pas des chiffres abstraits, ce sont des personnes âgées qui ne supportent plus la chaleur, des travailleurs exposés en plein soleil, des enfants dans des logements mal isolés. Car au-delà d'un certain seuil, le corps humain ne peut plus se refroidir. Il surchauffe, il s'épuise et parfois il s'arrête. Autrement dit, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de survie biologique. Voilà ce qu'est l'écologie. Pas une idée abstraite, mais les conditions mêmes de notre survie. Peut-on encore parler de luxe? Non. L'écologie n'est pas un supplément, ce n'est pas un choix, c'est la condition minimale pour vivre. Mesdames et messieurs, au milieu de tous ces discours que vous entendiez depuis plus d'1 heure, je vous propose un petit divertissement. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Kofi, il a 8 ans, il habite avec ses parents, ses petits frères et sœurs. Chaque matin, il se lève très tôt, avant le lever du soleil, pas pour aller à l'école, pour travailler. Ils vivent ensemble dans une cabane faite de matériaux récupérés, du métal, du plastique, des morceaux de bois. Rien n'a été construit pour durer. Tout a été trouvé, ramassé, assemblé. Kofi et sa famille vivent à Aboblagi, en banlieue d'Accra au Ghana. Pas simple à dire dans un concours d'éloquence, vous le remarquerez. Quand il peut, il regarde les matchs dans un petit bar du quartier, pas assis devant un écran, mais sur les épaules de son père, tentant d'apercevoir l'écran au-dessus de la foule. Et pendant quelques minutes, il oublie tout. Ces moments sont rares, mais ils existent. Ils se ressemblent tous
et il ressemble à tous ces moments d'enfance partout dans le monde. Mais le reste du temps, là où vit Kofi, pas de terrain de foot, pas de parc, pas d'air pur. À Bokblogi, seulement des montagnes de déchets électroniques. C'est la plus grande décharge de déchets électroniques du monde. Des écrans cassés, des ordinateurs abandonnés, des téléphones que moi-même, mes parents, vous, Madame Nicolas, vous tous dans le public avons recyclés. Le quotidien de Kofi est simple. Il récupère des câbles, il les brûle pour en extraire le cuivre, puis ses parents les revendent ensuite. La fumée est noire, épaisse, elle brûle les yeux, elle brûle la gorge. Mais il continue parce que c'est comme ça qu'il peut aider à survivre. Kofi n'a jamais possédé de ces objets, jamais eu de téléphone, jamais eu de télé ou d'ordinateur dans sa famille. Jamais participé à cette consommation et pourtant il en paie le prix. Alors nous posons une question assez simple, clairement. Qui a produit ces déchets? Qui en a profité? Qui les a utilisés avant de les recycler? Pas Kofi, ni ses parents, ni ses voisins, ni ses frères et sœurs, mais c'est nous autres en France ou dans les autres pays développés. Ce que vit Kofi n'est pas un accident, c'est une conséquence directe de l'absence d'écologie à l'échelle mondiale. Alors non, mesdames et messieurs, l'écologie n'est pas un luxe. Parce que ce que nous appelons nous confort devient d'ailleurs une question de survie. L'absence d'écologie crée une fracture entre ceux qui regardent le match de football devant la télé et ceux qui respirent les conséquences de la dite télé. Pour finir, je vous dirais que l'écologie n'est pas un luxe. C'est un choix individuel, contrairement à ce que vous dira ma chère consoeur. L'écologie dépend en réalité davantage d'une décision collective. En effet, concernant l'écologie, on vous dit souvent « faites un effort, changez vos habitudes », mais on peut toujours parler de choix de décision individuelle. Regardons ce qu'il s'est passé à Flint, dans l'État du Michigan aux États-Unis en 2014. La ville est en difficulté financière, alors les autorités prennent une décision, ne plus acheter l'eau du lac Huron, jugée trop coûteuse, et utiliser à la place l'eau de la rivière Flint, locale et moins chère. Sur le papier, une belle économie. La mairie s'en félicite auprès des habitants, mais dans les faits, c'est une erreur dramatique. L'eau de la rivière est beaucoup plus corrosive et n'est pas du tout traitée correctement. Normalement, on ajoute des produits pour protéger les canalisations. Ici, cela n'est pas fait. Résultat, l'eau attaque les tuyaux en plomb, le plomb se libère et contamine directement le robinet. Les habitants remarquent très vite que quelque chose ne va pas. Une odeur forte, une odeur étrange, une eau trouble, un goût métallique. Ils alertent, mais pendant quelques mois, ils ne sont pas entendus. Et pendant ce temps, des milliers de personnes boivent cette eau avec des conséquences graves et parfois irréversibles. La question est simple. Ont-ils choisi cette situation? Non. Ont-ils eu une alternative? Non. Parce que l'écologie ne se joue pas seulement dans nos gestes quotidiens, elle se joue dans les décisions collectives qui organisent notre environnement. Elle se joue dans des décisions invisibles prises à grande échelle qui impactent les vies entières. Vous pouvez faire tous les efforts du monde. Si l'eau que vous buvez est contaminée, votre choix n'existe plus. Parce qu'on ne choisit pas l'eau qu'on reçoit du robinet. Et c'est là que tout bascule. Si l'écologie dépend uniquement de moyens individuels, alors oui, elle devient un luxe. Mais si elle dépend de décisions collectives, alors là, elle deviendra un droit. Mesdames et messieurs, l'écologie n'est pas un luxe. Elle est ce qui rend toute vie possible. Le vrai luxe, aujourd'hui, c'est de pouvoir croire qu'elle l'est. Et ce luxe-là, nous ne pouvons plus le permettre. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, le membre du jury, ma chère consoeur, il est toujours impressionnant d'entendre un discours qui mobilise des images fortes, des enfants, des catastrophes, des chiffres alarmants. À force de vouloir convaincre par l'urgence et par des exemples choquants tels que ceux proposés par ma consoeur, on finit parfois par simplifier une réalité bien plus complexe. Ma chère consoeur, vous avez parlé de l'écologie comme d'un droit universel, d'une nécessité vitale qui doit s'appliquer à tous.
Mais regardons la vérité telle qu'elle est vécue au quotidien de nombreux ménages français et autres. Manger bio, acheter local, isoler son logement, changer de véhicule. On nous présente ces gestes comme simples, mais ils ne le sont pas. Prenons un exemple révélateur. À Lyon, dans des quartiers comme la Presqu'île ou le 6e arrondissement, on voit se développer un mode de vie présenté comme écologique. Magasins bio, produits locaux, vrac, vêtements durables, cafés engagés, mobilité partagée. Tout est pensé pour consommer de manière écologique. Génial, me direz-vous. Mais regardons de plus près. Dans ces quartiers, un simple panier dans une enseigne spécialisée peut tout facilement atteindre plus d'une centaine d'euros pour à peine quelques jours. Un vêtement éthique coûte souvent 2 ou 3 fois plus cher qu'un vêtement classique. Et un vélo électrique devenu symbole d'une mobilité propre dépasse fréquemment les 2 000 euros. L'écologie devient alors un mode de vie cohérent, certes, mais un mode de vie qui suppose les moyens financiers importants. Pendant ce temps, dans d'autres quartiers à quelques kilomètres, tels que le 8e ou le 9e arrondissement, ou aussi avec de jeunes étudiants qui ne vivent pas très loin, par exemple à Saint-Étienne ou à Firminy, mon cas, nous, nos jeunes étudiants, nous vivons seulement par nos moyens, et des fois sans même l'aide des parents. Je peux confirmer alors que cette réalité est bien différente. On fait ses courses en fonction des promotions, on choisit les produits moins chers, pas les plus durables. On commande de la fast fashion, on utilise une voiture ancienne parce qu'on ne peut pas la changer. Ce n'est pas un manque de conscience écologique, c'est une contrainte économique. Dans une même ville, à quelques kilomètres de distance, on ne vit pas la même écologie. D'un côté, une écologie choisie. D'un autre, une écologie inaccessible. Ce n'est pas un manque de conscience, et c'est à ce moment-là que l'on comprend que l'écologie est un privilège. Et un privilège, mesdames et messieurs, les membres du jury, ma consoeur, c'est précisément ce que l'on appelle un luxe, pour vous rejoindre. La même logique s'applique à la mobilité. On nous explique aujourd'hui que la solution est simple, il suffit de passer à la voiture électrique. Simple, en effet, mais dans la théorie, c'est tout autre. Dans les faits, même avec les aides, le prix d'un véhicule électrique reste élevé. Selon les données du ministère de la Transition écologique publiées en 2023, malgré le bonus écologique pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros, le prix moyen d'une voiture électrique neuve dépasse souvent les 25 000 euros. 25 000 euros. Et puis, cette écologie est une fausse vérité. Un mensonge pour augmenter l'économie, par exemple. Car oui, en effet, rouler avec une voiture électrique produit moins de CO2, moins de mauvais gaz. Mais comment recyclons-nous ces batteries de véhicules? Comment sont-elles fabriquées et avec quelles matières premières? Je n'ai pas la réponse exacte, mais je suis certaine que ces processus ne sont pas écologiques du tout et qu'ils coûtent très cher. Le décalage devient presque ironique. On explique à certains qu'ils doivent rouler plus propre, alors même qu'ils n'ont pas les moyens de changer de voiture. On leur dit « Faites un effort pour la planète ». Mais cet effort suppose déjà d'avoir les moyens de le faire. Une personne qui vit en zone rurale, à 20, 30 ou 40 km de chez elle, sans transport en commun, elle n'a pas le choix. Sa voiture n'est pas un confort, c'est une nécessité. Quand le prix du carburant augmente, elle ne change pas de mode de transport. Elle ne le peut pas. Elle paye simplement plus cher. Je vous l'affirme, mesdames et messieurs, on ne prête pas attention à l'écologie quand on n'a déjà pas le choix de ses dépenses quotidiennes. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas choisie. Parce qu'elle ne se montre pas. Pendant ce temps, on valorise une autre écologie, celle des produits bio, des vêtements éthiques, des mobilités propres.
une écologie visible, valorisée, mais qui a un coût. C'est là que le problème apparaît clairement. Aujourd'hui, s'engager dans l'écologie, ce n'est plus consommer moins, c'est consommer autrement, consommer plus cher et le montrer. Le montrer en portant des vêtements de marque écologique, le montrer en sortant pour déjeuner au travail avec un plat préparé d'un magasin bio, le montrer en postant sur Instagram ou TikTok sa balade en vélo électrique le dimanche à la campagne. L'écologie est devenue un véritable marché économique et une forme de consommation ostentatoire. Alors, posons simplement la question. Qui peut réellement accéder à cette écologie reconnue, valorisée, encouragée ? Pas ceux qui vivent déjà dans la contrainte. Eux sont déjà sobres. Mais leur sobriété ne compte pas. Elle est invisible. C'est là que le paradoxe devient dérangeant. Ceux qui consomment le moins sont exclus de l'écologie telle qu'on la valorise aujourd'hui. Et ceux qui peuvent se permettre de consommer autrement deviennent les bons élèves. Alors, il faut avoir le courage de le dire clairement. Aujourd'hui, l'écologie la plus reconnue n'est pas la plus accessible. C'est celle que l'on peut se permettre. Et une écologie que l'on doit pouvoir se permettre. Ce n'est plus une nécessité, c'est un luxe. Mais dire cela, ce n'est pas renoncer à l'écologie, ce n'est pas la critiquer. C'est refuser de fermer les yeux. Car tant que l'écologie ne restera accessible qu'à ceux qui ont les moyens, le temps et les codes pour s'y confronter, elle ne pourra pas être universelle. Et une écologie qui n'est pas universelle n'est pas une solution. Alors, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'écologie est un luxe, mais de se demander comment faire en sorte qu'elle cesse de l'être. Je vous remercie.